Bonsoir à toutes et à tous. Donc chronique numéro 43. Chronique traitant toujours de la problématique entre la psychanalyse et le marxisme, ce que certains, et peut-être à juste titre, qualifient de freudo-marxisme. Et donc je reviens encore à ce maître incontesté et incontestable, passé aux oubliettes par l'intelligentsia, que fut Michel Clouscar. Alors, je vais, sans prétention, donner ces quelques extraits euh, sur son ouvrage L'être et le code. Et dans cet ouvrage, il traite de la relation du marxisme psychanalytique, ou la relation marxisme-psychanalyse, qui illustre bien, je dirais, un moment historique que nous vivons aujourd'hui, problématique du fait que la gauche et la droite se sont unies, elles ne font plus qu'un seul corps, dans la même direction et dans les mêmes intérêts. Et donc, tout part bien entendu de la relation des deux problématiques bourgeoises, socialistes, productrices et consommatrices, dont Debord, un des chefs de file de la gauche situationniste, a su exprimer un peu les réalités. Marx appelait ça la psychologie des profondeurs. Donc, nous avons, en ce cas d'espèce, par exemple, Marx dans sa jeunesse, car il a dit non seulement une vérité, mais a bien défini la vraie logique, ce qu'on appelle la production du prolétariat, et c'est son travail, je dirais entre guillemets l'exploitation de ce travail, qui a permis la situation historique de la bourgeoisie libérale. Alors bien entendu, son rôle social et sa problématique de consommation, je dirais que la production industrielle produit, et aussi la problématique du consommateur, mais dans le décalage du prolétariat de la bourgeoisie libérale. La force productive produit le consommateur, et celui-ci, donc le consommateur, je dirais, pour nier cette causalité qui le dénonce, proclame une soi-disant universalité de sa problématique, sujet transcendantal, inconscient, structural. Ce que Clouscar nous a bien fait comprendre dans son analyse de Marx. Mais la problématique de sa consommation n'est finalement que celle de la bourgeoisie libérale. C'est celle d'une classe sociale qui a dépassé la problématique historique des besoins élémentaires, donc ce qu'on pourrait appeler les premières nécessités, en l'occurrence ce qui peut se qualifier par la faim, et qui a conquis, je dirais, de nouvelles temporalités libres, de par le travail des autres, bien entendu, et qui dispose, je dirais, de grands moyens de pouvoir, donc, qui lui permet de pouvoir posséder de l'argent, de l'esthétique, de l'épistémologie, et qui est aussi disponible à la séduction, au plaisir, au sexe, une sorte de libertinage des mœurs. Et ceci fait, je dirais, le véritable problème. Alors la psychanalyse doit être épistémologique et éthique, savoir et normes sociales, car elle doit préserver une opération politique, garantir des privilèges par un certain, je dirais, certain sérieux, ne serait-ce qu'au niveau des signes de l'autorité, et en même temps profiter de la consommation des biens produits par le prolétariat. Elle doit liquider le péché, et en ce sens le freudisme et des aliénations, et définir un nouveau système régulateur de la consommation sexuelle. Car le sexe, enfin possible, peut aussi désagréger le sérieux politique. Révéler l'imposture du pouvoir par la dégénérescence de la bourgeoisie. Comment préserver, je dirais, le rôle privilégié de la bourgeoisie de par l'exploitation de l'ouvrier, tout en consommant bien entendu des biens de luxe, confort, standing et, ma foi, ce qu'on pourrait qualifier comme étant érotique. Comment régulariser une consommation lorsqu'on n'est pas producteur? Quel rapport instaurer entre l'homme et la femme pour garantir à la fois le sérieux du pouvoir et je dirais même pour profiter des privilèges de classe? Et comment finalement au fond jouir sans culpabilité et comment ne pas nommer le problème politique?
Alors comme disait Kluskar, ce problème se pose très précisément en conflit de génération, selon le schéma traditionnel classique, situation type de la comédie. Père avare, fils prodigue. Et les conjonctures économico-politiques différencient cette situation selon tel aspect de la psychanalyse. Alors nous avons, ce cas d'espèce, deux formes de psychanalyse, la psychanalyse répressive et la psychanalyse permissive. La psychanalyse au service du père est normative, elle dit l'ascendance, la dynamique de l'économie, qu'on qualifie la doxa aux États-Unis, conception générale. Le sérieux politique du père est alors total monopole et sur l'ouvrier et sur le fils. Il écrase les velléités d'émancipation du fils. Le fils ne dispose d'aucun savoir et d'aucun avoir. Il est réduit à la débilité, à la dégénérescence, ce qui finalement l'inclut dans une situation qu'on pourrait qualifier de névrotique. Alors, dans le cas contraire, la psychanalyse au service du fils, thématique d'émancipation du fils prodigue, la situation économico-politique se caractérise par un néolibéralisme, un recul de l'économie bourgeoise traditionnaliste devant le néocapitalisme. L'extension du secteur tertiaire permet un recyclage du fils qui peut quitter la famille, dénoncer le père, mais le fils n'a pas quitté sa problématique. Il peut, je dirais même, dépasser la conduite névropathe, privée, solitaire, subjectiviste, dans les, des conduites sociologiques, grégaires, de sociodrame, selon les nouveaux modèles et les nouveaux standards culturels de l'émancipation proposés par cette nouvelle doxa que peut être le néo-capitalisme. Mais pour profiter pleinement de la production du prolétariat, lorsque les pères payent l'impôt et que les ouvriers produisent, les fils de bourgeois se disent totalement libres pour pouvoir s'adonner, je dirais, à l'évasion de leur esprit. Alors la psychanalyse de régulatrice, normative, se fait émancipatrice, libératrice, comme l'a pu le définir Marcus. Les fils bourgeois retrouvent l'instinct, la liberté, tous les concepts éminents, métaphysiques formels, univoques, du néo-kantisme. N'oublions pas également que le bourgeois, d'une manière générale, n'a pu quitter le regard du père car il ne soupçonne toujours pas la problématique réaliste et mécanique, je dirais même structurelle, de la production. Pourtant, comme disait Kluskar, Marx a trouvé la véritable problématique de cette fameuse névrose, la problématique du bourgeois, le problème parcellaire de la consommation. Et Marx n'avait pas à se poser, je dirais, notre problème lorsque les forces productives seront dans les mains du peuple. Lorsque le producteur se sera réapproprié son œuvre, la consommation se soumettra spontanément à l'ordre du collectif, qui est la société sans classe. C'est effectivement la pratique, le travail, la science qui, sans détour spéculatif, ordonne finalement au fond la relation du politique et du sensible. Nous avons aujourd'hui des esthètes qui ont fait route. Je prends par exemple le cas de Bernard-Henri Lévy, notamment dans son ouvrage Barbarie à visage humain et Le diable en tête, et sa fameuse revue La règle du jeu, où il inspira énormément d'étudiants dans cette nouvelle doxa. Et je dirais que même si la société sans classe est la solution de la problématique de production de consommation, savoir, existence, un nouveau clivage révolutionnaire doit être défini pour se défendre de la corruption néo-kantienne, de l'interprétation néo-kantienne du marxisme, origine culturelle de la récupération, je dirais, d'une certaine forme de marxisme atrophié, que certains, dans un esprit de confusion, qualifient effectivement de marxisme pur et non pas de freudo-marxisme. Et c'est le rôle de l'intellectuel, qui se dit révolutionnaire, de défendre comme acte, je dirais, révolutionnaire, de la théorie révolutionnaire. Sans parler, bien entendu, de l'imagerie révolutionnaire que les masses ont imposée de la révolution au niveau des signes, pour mieux en détruire le sens. Je dirais toute une corruption est apportée par le néo-freudisme, donc est le volontarisme subjectif ou subjectiviste,
qui campe les personnages, le néolibéralisme culturel, qui est le savant dosage du freudisme, du marxisme, du structuralisme, du néopositivisme scientiste, qualifié comme étant une science humaine, d'arrivisme et de séduction. Ce qui finalement, au fond, va se traduire par le phénomène de l'existence du libéralisme libertaire, faisant fusion entre un certain esprit de la droite dollar et de la gauche caviar. Cela, bien entendu, est incarné de nos jours par, en le cas d'espèce, le spécimen Macron. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette audio un peu courte, mais qui a son sens. Et je vous dis, écoutez, à la prochaine chronique. Merci à vous.